しめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ Est-ce que le diable s'habille en badass? En ce moment se tient en place publique le procès de la maison d'édition Noévé Graphics, et je suis comme tout à chacun, je me pose beaucoup de questions concernant cette maison d'édition, et ça ne date pas d'hier. Alors des rumeurs, vous et moi, nous en avons déjà entendu beaucoup, il est possible que j'en relaie d'autres, à moi de faire attention que je ne passe pas le cap de la diffamation. Au final, il serait plus question d'éthique ou de morale, plus que d'incompétence, parce qu'il est peut-être là le procès d'intention envers Noévé Graphics. Avant toute chose, je me positionne pas en haineux de la maison d'édition, au contraire, il y a un pan du catalogue que je suis ravi d'acquérir, tel que Welcome to the Ballroom, Vanda Dance, Don't Call It Mystery, The 5 Star Stories, Capeta, Beautiful Place, voilà, ce sont des séries que je souhaiterais continuer de collectionner. Donc je souhaite clairement pas la chute de Noévé Graphics. Et je ne vous parle pas des licences que j'ai acquises en numérique, telles que Robo Sapiens, On l'a fait, Skip and Loafer. Voilà. Néanmoins, je suis obligé de m'attarder sur ce que je considère être une grosse alerte. Et il n'y a plus de licences numériques disponibles ni sur Isneo, ni sur Apple, ni sur Kobo, ni sur Kindle. Alors, je viens de vérifier et les titres de Noévé Graphics ne sont plus dispo chez Manga.io, alors que, le 1er mars 2023, ils avaient signé une collaboration entre eux. On va dire que ce n'était qu'un contrat de 1 an, puisqu'aujourd'hui, ils sont disponibles exclusivement chez Picoma. Donc, tu t'es acheté 2 tomes de, je sais pas, On l'a fait sur Isneo, sur Kindle, ou sur Apple, ou sur Kobo, non, c'est uniquement chez Picoma maintenant. C'est simple, si vous cliquez sur un lien pour lire un extrait, il vous renvoie directement sur l'application Picoma. Et pas sûr que tu aies la suite de ta série préférée. Je pense à Design tome 4 et Capeta tome 4 qui ne sont toujours pas disponibles. C'est vraiment très bizarre ce qui est en train de se passer. Perso, en tant que consommateur, je me sens lésé. Mais commençons par le commencement. D'habitude, les informations viennent à nous. Il est très facile de savoir, sans qu'on ait besoin de chercher, qui est qui fait quoi dans les maisons d'édition. Puis s'il n'y a pas des visages et des prénoms pour les représenter, il y a au moins un minimum de communication. Je dis bien un minimum, genre un CM, qui gère les réseaux sociaux, ou qui fait de la promo. Là, depuis un petit moment... Je vous donne des exemples. Pour ceux qui ont un minimum d'intérêt pour le milieu éditorial en France, lorsque vous pensez Kion, vous pensez Ahmed. Lorsque vous pensez Mangetsu, vous pensez Sullivan et Lucisco. Chez Kana, vous pensez Thibaut. Chez Kurokawa, vous pensez Greg. Chez Pika, vous pensez Mehdi. Chez Akata, vous pensez Bruno. Chez Delcourt Tankan, Pascal Lafine. Meian, vous pensez à la famille Oussan et Anime Store. Isan, vous pensez à la Japan Expo et Jean-François Dufour. Naban, vous pensez à Christophe Geldron et Alexandre. Le Lézard Noir, vous pensez à Stéphane Duval. IMHO, vous pensez à un certain Benoît, que perso, je confonds toujours avec Christophe de chez Naban. Voilà. Glénat, vous pensez à Monsieur Fraude Fiscale. Et Black Box, vous pensez à la fripouille et ses filouteries. Bon, en vrai... Panini, je sais pas trop, mais je sais que la direction a changé et que depuis, la maison d'édition a redoré son blason, donc c'est possible ces choses-là. Plus sérieusement, j'ai toujours vu Noévé Graphics comme une maison d'édition sans visage, pour pas dire fantôme, et le temps n'a rien arrangé à ça. Donc j'ai décidé de faire mes propres recherches, et ok boomer, à mon humble niveau, j'ai fouillé sur le net. Et je découvre que son président et directeur éditorial est un certain Bertrand Briouat. Alors concernant Bertrand Briouat, je découvre que c'est un homme d'affaires, puisqu'il a ouvert différentes entreprises. Il s'est présenté dans une vidéo YouTube où il expliquait son métier d'éditeur avec Noévé, avant qu'il se spécialise dans le manga avec Noévé Graphics. Si j'ai bien compris, il travaillait pour des marques de haute couture pour éditer des beaux livres qui ne se vendent pas dans le commerce, le genre de beaux bouquins qu'ils produisent pour les événements de ces marques de luxe à l'intention de leurs VIP. C'est une expérience qui lui a permis d'acquérir des connaissances techniques dans la création d'objets, du choix des papiers et de ses coûts globaux.
Je vous laisse en description la vidéo où il s'exprime dessus. Ainsi, vous pourrez mettre un visage et un nom sur l'homme qui préside Noévé Graphics. C'est donc un homme d'affaires avec poste à responsabilité. Je le retrouve président dans pas moins de 5 entreprises selon mes recherches. Alors Noévé Graphics, création 2020, fondé par Bertrand Briouat, éditeur indépendant, siège social Paris-Tokyo, la spécialité manga, livre d'art, collection XS explicite, titre phare, Veil, Arrête de me chauffer Nagataro, Rent a Girlfriend. Ok, on est bon. Bertrand Briouat, alors voilà la tête du monsieur, et on voit qu'il est affilié à Accenture. Accenture, stratégie, managing director, global lead of industry maintenance, optimisation. Ok. Alors l'entreprise Noévé se trouve sur Paris, édition de livres, au moins un salarié, et les données ont été faites en 2024, donc c'est à jour. Création en 2015, et le seul dirigeant c'est Bertrand Briouat. Noénec, procédure collective en cours, ok, toujours basé sur Paris. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, effectif 0 salarié, et c'est à jour de 2024, création en 2015, le dirigeant Bertrand Briouat. Je m'arrête 2 secondes sur sa boîte Noénec, il y a tout de même de quoi se poser des questions pour une entreprise qui donne des conseils de gestion et d'optimisation. Surtout quand on apprend au final qu'elle est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Et ce, certainement dû à une cessation de paiement et à un cumulé de dettes, ce qui en soi est un comble. Mais ça arrive. Si Home, alors radié depuis le 21/11/2018. Voilà, donc l'entreprise se trouvait à la même adresse que Noévé. L'activité, c'est gestion de musée. Alors, est-ce que c'est par rapport à ses collections d'objets d'art, objets ou sa collection personnelle, à savoir, sa création a été faite en 2016. Il a fait également We Are Tokyo, pareil, création en 2023, donc c'est très récent, donc après Noévé Graphics. Fabrication des jeux et des jouets. Voilà, donc peut-être même des cartes ou des trucs comme ça. Et Soundwave, donc c'est à la même adresse. Soundwave, enregistrement sonore, édition musicale. Pareil, 0 salarié. Créé en 2023 également. Je suis très curieux de savoir ce qu'il fait avec toutes ces entreprises. À travers une émission où il est invité dans le podcast MangaCast, j'en apprends toujours plus sur le personnage, ou du moins ce qu'il veut nous dire. Pareil, je vous laisse le lien en description. On apprend que c'est un passionné de la génération d'Albator, Ulysse 31. Il revient sur le fait qu'il a travaillé pendant 20 ans dans la production automobile en tant qu'ingénieur avec son cabinet de conseil en stratégie, gestion, optimisation industrielle, ce qui lui aurait permis de se faire des relations, dont des contacts au Japon. Je ne sais pas si j'ai besoin de traduire stratégie, gestion, optimisation industrielle. Dans leur jargon ou dans le mien, ça veut dire fusion, absorption et licenciement de masse. Mais je peux me tromper. D'ailleurs, sur son profil LinkedIn, on voit qu'il fait partie de Accenture. Là, comme ça, c'est un bien grand mot, alors je suis allé chercher la définition, et en 2-3 clics, je tombe sur du lourd avec le scandale Enron. Alors, le scandale Enron ou l'affaire Enron est un cas de fraude et de manipulation financière découvert en 2001 qui s'est soldé par la faillite de l'entreprise Enron. Voilà. Et quand ça a chauffé pour Enron, eh ben, ils sont débrouillés pour que ça devienne Accenture. Accenture. La capitalisation d'Accenture est quand même de 241 milliards d'euros en 2021. Chiffre d'affaires en 2021, 50,5 milliards de dollars et plus 14% en 2023 avec 64,1 milliards. Résultat net, 5,9 milliards de dollars en 2021 plus 15,64%. Ok, alors Accenture se félicitera plus tard de cette scission qui lui permettra de ne pas être atteint lorsque Arthur Andersen sera impliqué dans le scandale Enron, puis forcé à la dissolution en 2022. Moi, je trouve ça un peu trop facile de se dédiaboliser juste en changeant de nom. Mais bon, on a déjà vu ça avec le RPR et dernièrement avec le FN.
Plus c'est gros, plus ça passe. Comment ne pas penser que Enron fait partie de l'ADN de Accenture? Bref, en tant qu'entrepreneur, il fonde la maison d'édition Noévé en 2015 et travaille avec les marques de haute couture pour créer des bouquins de luxe pour des événementiels, ce qui lui apportera une expertise dans le graphisme, la photo, idéal pour le choix des matériaux, du papier, des jaquettes. Dès lors, il établira des contacts avec des maisons d'édition japonaises, notamment avec Kodansha, mais aussi d'autres éditeurs de manga. Quoi qu'il en soit, on parle d'un homme d'affaires millionnaire. Ouh, d'un requin des affaires, c'est selon vous, selon votre perception des choses. Cela dépend beaucoup de vos affinités avec la gestion et l'optimisation pour capitaliste, qui, je le rappelle, se traduit par des fusions d'entreprises ou plutôt des absorptions qui finissent par des licenciements, forcément. Mais selon votre bord, on peut aussi bien préférer retenir les 600 000 employés d'Accenture à travers le monde. Pour nous remettre dans le bain de Noévé Graphics, Bertrand Briouat aurait injecté 3 millions d'euros pour acquérir des licences pour sa nouvelle maison d'édition. Il est mention, selon les rumeurs, d'achat par pack chez Kodansha, ce qui lui aurait permis d'accéder à des titres dont Pika est souvent prioritaire, par exemple Rent a Girlfriend, avec un pack de plus de 14 titres, mais aussi Tsugumomo avec plus de 6 titres chez Futabasha. Dans le podcast, on apprend que malgré le caractère pédopornographique de Tsugumomo, sur quelques tomes, il comptait l'adapter au public occidental en faisant que le mangaka redessine les parties qui posent problème. Je dois vous avouer que je trouve ça tout de même assez étrange comme stratégie. Ça me fait penser aux pratiques d'un autre temps où les Américains charcutaient le film de Nausicaa la vallée du vent du mangaka et réalisateur Hayao Miyazaki afin de correspondre plus à leurs attentes. Au final, avec aucune considération pour l'œuvre originale, ce qui aura valu que les Occidentaux seront interdits de toute exploitation des droits des studios Gilby. J'ai également entendu qu'il aurait réinjecté 1 million d'euros en vendant des objets de sa collection personnelle, ce qui fait preuve d'un certain investissement quand même. Ce qui apparaît sur le net, c'est qu'il aurait déjà vendu pour 650 000 euros d'objets appartenant au chanteur Prince. Guitare, chemise, bijoux. On peut donc imaginer que de sa collection perso, il a vendu encore d'autres trucs, peut-être moins médiatiques, peut-être des œuvres d'art ou des trucs de geek. En tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a un véritable investissement financier. La question que je me pose sérieusement, c'est a-t-il foiré la gestion et l'optimisation de son entreprise, Noévé Graphics, et qu'au final son aventure éditoriale devient un gouffre afrique? Ou a-t-il trouvé un bon moyen de blanchir de l'argent? Je pose la question vraiment innocemment. Pour un chef d'entreprise avec son expérience, on peut se poser la question, surtout que c'est pas la première liquidation judiciaire qu'il aura eue. Dans les faits, tout montre que c'est un passionné, que ce soit en ce qui concerne l'art, la musique, la photo, la peinture, voire les jeux vidéo, puisque ça semble être toutes les approches entreprises par Noévé Graphics, avec les cartes de collection, les hobbies et les inserts dans les mangas, ainsi que les artbooks collector à 99 €, et le projet de jeu vidéo pour la licence Miss Kobayashi Dragon's Maid. Bon, grosso modo, voici le profil du président de Noévé et Noévé Graphics. Mais une entreprise ne se dirige pas seule, normalement. C'est là qu'un nom ressort, un certain Kevin Druel. Alors, Kevin Druel, graphiste, éditeur, lettreur, Noévé Graphics, Oshino Studio. Alors, on peut voir quand même, il a un joli curriculum vitae, éditeur de manga et graphiste polyvalent, bonne expérience de travail dans la vente et l'accueil, relations clientèle, gestion de boutique en autonomie, gestion presse, communication, communauté, partenariat en autonomie, expérience dans le merchandising et événementiel, dont l'organisation complète d'événements, fort intérêt pour le marketing digital et ses nombreuses applications, auto-apprentissage continu, diplômé de l'IDRAC Paris avec un certificat de niveau 2, Bac+4, passion pour le Japon et sa culture, niveau japonais avancé, ouverture internationale, affaires internationales, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lit d'autre? Expérience professionnelle à l'étranger, réalisation de travaux graphiques dans la création, la composition d'outils de communication, voilà. Bon, peut-être lui qui a fait le petit train pour les annonces de Noévé. Objectifs de carrière variés et intérêt pour de nombreuses relations internationales et carrières en relation avec le Japon. Profession incluant une forte dimension d'organisation événementielle et la vente de produits culturels. Voilà, ok. Donc, travail en équipe, ça se dit, voilà, japonais bilingue. Anglais. Alors, sans expérience, il a travaillé à Noévé août 2020 à aujourd'hui.
Il était responsable presse et relations publiques au Manga Café d'avril 2017 à... On va aller en arrière. T'es graphiste pour Komiku entre août 2016 et février 2020. Responsable boutique polyvalent Manga Café de Paris, région parisienne, je sais pas. Ok, gestion des stocks, CFA Event. Voilà, on peut voir dès le début, il a commencé en tant que stagiaire en 2008. De février, pendant 2 mois, il a fait stagiaire, accueil et service à la clientèle, gestion des stocks, logistique, comptabilité, vente et tâches sur événements au Manga Café. Voilà. On peut dire qu'il est compétent. Anaïs fournit traduction et localisation, Japon-français, anglais-français, manga, jeux vidéo, correction, relecture, sur épreuve, rédaction, écriture, fiche de lecture. Donc traductrice indépendante avec les éditions Akata de 2024 à aujourd'hui, traductrice indépendante avec Delcourt Tonkam de septembre 2023 à aujourd'hui, associative, donc c'est à but non lucratif je suppose, chroniqueuse MangaCast de 2022, septembre 2022 à aujourd'hui, donc au sein de podcast rédaction des avis chroniques à propos des titres lus ou visionnés pour l'animé, chronique et débat avec l'équipe au micro de l'émission, recherche et veille de l'actualité manga et animation japonaise, ainsi que de l'actualité culturelle Japon, traduction des questions en amont, des interviews avec les auteurs. Ok. Noévé Graphics, 3 ans, alors c'est traductrice indépendante depuis octobre 2020 à aujourd'hui. Donc elle a beaucoup de titres à son actif, beaucoup de titres. Elle est lettreuse de manga chez Noévé Graphics, lettreuse indépendante chez Meian Édition de juillet à septembre, on dirait un travail d'été, ok. Et de base, elle est master kiné agré, voilà, de 2013 à 2019. Sinon, de 2010 à 2018, pendant 8 ans, elle fait partie du staff sur le stand de Manga Café lors des conventions Japan Expo Paris Manga, présentation du concept du Manga Café au public, vente et conseil clients en manga, produits dérivés, épicerie, voilà, sûrement là où elle a rencontré Kevin Druyet. On s'adresse aussi à une certaine Anaïs pour les services presse chez Noévé Graphics. Je suppute que c'est la même personne. Depuis septembre 2022, Noévé Graphics emploie Mathilde Perru en tant que coordinatrice éditoriale. En vrai, je retiens du personnel plus que compétent et la qualité de leur édition le prouve. Tout indique que tout est mis en œuvre pour que la maison d'édition soit un projet viable et avec une certaine identité. Après, pour revenir à Kevin Druel, il est aussi connu sur Twitter sous le pseudo de Oshino, qui est aussi un chroniqueur chez MangaCast. Alors pour une personne qui était factuellement le numéro 2 de la boîte, le terme de conflit d'intérêt me vient à l'esprit, même si apparemment la personne ne s'exprimerait pas sur les titres de Noévé Graphics. Alors ce sont bien des collègues ou amis qui le font devant lui, alors peuvent-ils être vraiment impartials ? Alors je suis allé me faire ma propre opinion en écoutant quelques épisodes de MangaCast, où ça parle de titres de Noévé Graphics, et je dois relativiser mon préjugé car Thundergeek, qui est l'animateur du podcast, est déjà revenu sur les avis dithyrambiques de certains de ses chroniqueurs en pondérant leurs propos quant aux qualités de bootleg par exemple. Mais lui, c'est le chef, alors il peut se le permettre, il a le droit. Il se fait peut-être un devoir de nuancer les propos de ses chroniqueurs. Après, il faut bien faire la nuance et garder en mémoire qu'entre critiquer un titre et critiquer une maison d'édition française tenue par un ami, une connaissance, ça n'a pas le même impact. Il est connu que les éditeurs français acceptent que leurs influenceurs critiquent une de leurs licences. Par contre, ils prennent très mal qu'on casse du sucre sur leur travail éditorial. Là est la nuance. Au passage, MangaCast est la seule émission manga à avoir reçu Bertrand Briouat, ce qui montre qu'ils sont en très bons termes, voire en relation privilégiée avec Noévé Graphics. Et c'est aussi ça qui pourrait laisser penser que s'ils sont au courant des difficultés financières de la maison d'édition, s'ils nient en bloc le fait qu'elle cherche un repreneur, c'est pas pour rien car ils ne sont pas neutres. Donc voilà, je pense avoir présenté les acteurs principaux de la maison d'édition. Maintenant, parlons un peu des controverses. Rétrospectivement, Noévé Graphics arrive sur le marché français durant la période du Covid avec de mémoire 3 titres, Vel, SPOP et Robo Sapiens. Inconnu au bataillon, il nous propose des produits à la manufacture de qualité et des titres assez surprenants car peu connus, ce qui était au final assez enthousiasmant. Aujourd'hui, on regrettera quand même que seuls 3 tomes de SPOP soient sortis,
au bout de 4 ans. La première controverse viendra avec l'annonce de Tsugumomo, une licence pour laquelle Noévé Graphics a beaucoup misé et qui est finalement montrée du doigt pour son contenu pédopornographique sur certains tomes. Jusqu'à aujourd'hui, elle était toujours dans les cartons, mais il me semble que leur délai pour l'exploiter la licence est arrivé à son terme. Perso, je me demande quelles ont été les répercussions, certes financières, mais aussi auprès de leur relation avec les ayants droit. Ils ont aussi sorti une collection de artbooks afin de promouvoir des illustrateurs de manga. 45€ l'édition simple et 99€ l'édition collector. Je doute que ces produits aient trouvé leur public. La faute à pas de chance, l'exploitation d'un de ces artbooks sera annulée de nouveau pour des raisons qu'on dira un peu suspectes. Lors de la seconde vague d'annonces, chacun y trouve son compte, car il faut reconnaître que le catalogue de Noévé Graphics se présente très hétéroclite. Il y en a pour tout le monde, ou presque. Seulement, les annonces s'enchaînent, mais les titres ne suivent pas. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, le catalogue de Noévé Graphics contient 154 licences, dont encore près de 60 à sortir. Les sorties de suites de séries sont trop peu régulières. Les difficultés de s'approvisionner en matières premières sont bien évidemment une excuse qui s'entend puisque le souci est général à cette époque-là et commune à toutes les maisons d'édition, depuis la guerre en Ukraine et la pénurie de papier. Mais il sera aussi question de main-d'œuvre pour traduire et lettrer dans les temps. Par la suite, Noévé Graphics fait grand bruit. Elle annonce une collection XS qui proposera des séries à moins de 4€ le tome pour toucher le grand public tout en cassant le prix face à la concurrence, mais aussi et surtout pour s'implanter et inonder les étals des libraires avec des éditions Noévé Graphics. Les professionnels du livre seront eux unanimement dubitatifs, les consommateurs veulent y croire, seulement cette collection se révélera être un flop. D'abord à cause de la hausse de prix des matières premières, mais pas que, elle n'a pas été non plus aidée par le rythme des sorties, et je ne vous parle pas du fait que la plupart sont en plus des séries longues, et que le catalogue de ces collections vise un public de niche quand même. Une diffusion qui par exemple n'aura pas atteint ma grande surface, Noévé Graphics finit par abandonner cette collection qui au final est encore moins rentable avec l'augmentation des matières premières. Comme je le disais, Noévé Graphics a tenté une politique qui consistait à inonder le marché du manga avec les achats de mangas en pack. Si j'en crois les oui-dire, si Rent a Girlfriend a pu être acquis sous le nez de Pika, c'est parce que Kodansha a vendu la licence en pack avec 14 autres titres, ce que les autres maisons d'édition évitent de faire le plus possible aujourd'hui. Pour sûr que la collection XS était aussi là pour ça, pour écouler toutes les séries pas forcément souhaitées à l'origine, une tentative qui se révélera foireuse car n'est pas Pika ou Kana qui veut en termes de logistique, il y a de l'expérience sur plusieurs décennies quand même. En vrai, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec le prix du manga à 3,99€? Toucher un public plus large? Inonder le marché? Casser les prix? Se démarquer de la concurrence? Exploiter les licences achetées en pack? Dans tous les cas, le retour de bâton est violent. Alors je ne sais pas si c'est le mauvais virage de trop. Mais à partir de là, Noévé Graphics semble prendre un coup sur la tête. Communication bancale, promo dérisoire. À cet instant, je suis content que Capeta ne fasse plus partie de la collection XS et qu'il soit dorénavant prévu que le manga soit édité de manière standard, même si celui-ci devient plus cher. Hélas, Noévé Graphics continue de faire des annonces de nouvelles licences et de sortir des tomes 1, alors que bon nombre de séries déjà sorties n'avancent pas ou trop peu depuis 3-4 ans. Tout semble indiquer que la maison d'édition cherche à miser sur le court terme avec une licence qui trouvera son public dès son premier tome, sans oublier cette obligation légale d'éditer le manga qui sur certains contrats avec les ayants droit oblige de sortir le titre dans un délai de 3 ans après la signature. En attendant, Rent a Girlfriend n'avance pas bien vite alors que la série représente peut-être la licence qui se vend le mieux avec Arrête de me chauffer Nagataro et Miss Kobayashi Dragon's Maid. Je pense qu'il misait aussi beaucoup sur Tsugumomo, puisqu'il a été acheté en pack avec 6 autres licences, et l'air de rien, ça n'a pas dû leur faire du bien, que ce soit économiquement, mais aussi d'un point de vue relation auprès des ayants droit. La dernière annonce qu'il y a eu pour rassurer les principaux consommateurs
des titres Noévé Graphics qui commençaient à se plaindre, à s'inquiéter surtout, c'est qu'ils comptaient revoir comment travailler avec de nouveaux traducteurs, de nouveaux lecteurs, et tout, afin de mieux respecter leur rythme de sortie. Pour ma part, je les ai entendus, surtout du fait qu'ils s'expriment très peu, donc je me suis dit que dans le bénéfice du doute, j'ai investi toujours dans les séries qui me plaisent vraiment, histoire de pas mettre une balle dans le pied à l'exploitation de ces licences. Seulement avec cette politique du tome 1, les rumeurs s'intensifient, des rumeurs de difficultés financières, des rumeurs de rachat. Noévé Graphics cherche à se faire racheter par les distributeurs ou les éditeurs. Qu'importe, et vous savez que le monde de l'édition peut aussi être un monde impitoyable, surtout lorsqu'on sort des sentiers battus. Donc ce sera certainement pas au prix gros qu'ils l'achèteront, s'il y a rachat. Mais objectivement, qui va pouvoir, ou ne serait-ce que vouloir mettre autant d'argent sur la table pour sauver le catalogue de Noévé Graphics? L'impression que ça donne, c'est que ça a dépensé sans compter. Dans le bénéfice du doute, je me demande si Bertrand Briouat ne s'est pas fait plumer par les Japonais qui ont vu un pigeon roucouler près d'eux. Sachant que concrètement, ce n'était pas viable, ou juste bien trop compliqué d'honorer tous les délais d'exploitation. De mémoire, dans l'épisode MangaCast, il nous a conté comment les négociations ont commencé d'abord avec des rendez-vous non professionnels pour faire ami-ami en buvant et en mangeant dehors, mais on nous la fait pas, nous, on baigne dans cet univers nippon. C'est bon, on connaît, on sait que c'est toujours comme ça que ça se passe chez les Japonais avant de commencer à parler business. Et il doit très bien le savoir, puisqu'il fait des affaires au Japon, et donc avec des Japonais depuis belle lurette. Donc je me demande, au cours de cette émission, qu'est-ce qu'il essaie de nous vendre ? Qu'il est venu dans le business du manga naïvement, innocemment, par opportunité ? Ça, j'y crois pas trop. Mais bon, après, qui sait, hein ? Mais plus important, je pense qu'il est temps de s'intéresser aux prestataires, ce qui englobe les traducteurs et les lettreurs freelance. Et de ce que je comprends, ce n'est pas très reluisant. Apparemment, la maison d'édition aurait des difficultés financières puisqu'ils ne paient pas certains de leurs prestataires. Il semblerait qu'ils doivent plus de 10 000 euros à un traducteur depuis plus d'1 an et certainement des milliers d'euros à d'autres. Le problème, c'est qu'à côté de ça, le Bertrand ouvre d'autres entreprises. On me dira, oui, mais ça n'a rien à voir, tu connais rien au business, ce sont des projets différents. Oui, mais ça, les prestataires, ils s'en foutent. À un moment, tu sors les titres pour lesquels tu les as fait bosser pour enfin les payer. C'est la moindre des choses. Sinon, tu les payes quand même. Après, il y a la culture du secret. C'est un peu l'omerta au niveau de l'édition et des médias. Parler peut avoir des conséquences professionnelles avec les autres maisons d'édition et donc des employeurs potentiels. C'est le genre de sujet tabou, ça, vous voyez. Et je ne vais pas affirmer sans preuve que Noévé Graphics pourrait jouer sur la peur des jeunes prestataires de ne pas entrer dans le milieu s'ils font trop de bruit. C'est une mécanique qui existe. Alors, les prestataires, je pense principalement aux freelances, dont Noévé Graphics a tant besoin pour produire ses éditions. Ils vont chercher d'autres contrats ailleurs. Ils vont chercher à s'émanciper. Par exemple, j'ai appris que s'il y avait le choix entre Doki et Noévé, le choix était vite fait pour certains. Voilà, tout simplement parce que l'un te donne du travail régulier et qu'il te paie. Alors la question, parce qu'il n'y a pas que l'expérience dans la vie. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Noévé Graphics fait tout ça consciemment ? Pour rappel, on parle quand même d'un PDG qui n'est pas né de la dernière pluie. Je vous laisse vous replonger sur son curriculum vitae. En vrai, ce qui peut être encore plus dérangeant, c'est lorsqu'ils sont défendus par ceux qui sont au courant. Et qui nient bien évidemment. Ceux qui savent, mais qui ont d'autres intérêts que le simple consommateur, être bien vu dans le milieu d'édition, et par un entrepreneur millionnaire qui touche à tout, ça a clairement plus de poids, plus d'intérêt. Enfin, je comprends ceux qui défendent Noévé Graphics parce qu'ils n'ont pas toutes les infos, qui sont pas au courant, et qui tiennent à ce que leur licence ne soit pas abandonnée. J'ai envie de dire que je suis dans le même cas. Après, Noévé Graphics, c'est quoi ? Un président directeur éditorial, un éditeur, une traductrice, touche à tout, certes, et dernièrement une coordinatrice d'édition. Aucun d'eux n'auront de mal à rebondir au vu de leurs compétences et de leur expérience. Mais oui, je comprends qu'on veuille les défendre. Ils sont, en soi, eux, ils n'ont rien fait de mal. Après tout, dans leur domaine, ils sont compétents.
Ça se trouve, il n'y a rien de mal intentionné. C'est juste un problème de gestion. Seulement, les antécédents du président, eux, me crient à l'oreille, attention. Surtout qu'à côté, on a des traducteurs qui demandent à être payés, à avoir des contrats de travail. Bon, il y a bien des factures, mais sans contrat de travail. Alors, je ne suis pas un expert, je ne sais pas ce que ça implique vraiment, comme par exemple ne pas pouvoir réclamer des droits d'auteur. Je ne sais pas. Il doit y aussi avoir des histoires de charges sociales. Mais bon, ça, c'est encore des magouilles d'une autre sphère que la mienne. C'est pas mon monde, donc ceux qui s'y connaissent mieux, ils pourront commenter. Je tiens quand même quelques anecdotes qui démontrent le peu de respect à l'encontre des traducteurs. Mais avant ça, il faut que je vous raconte un truc. En amont, ils ont dit à un traducteur qu'après le tome 1, ils ne feront pas appel à lui pour le tome 2 avant l'année suivante. Alors, je traduis si besoin est. Ça veut dire que dès le début, c'est prévu ainsi. La politique de sortir un tome par an pour certaines séries. Bien évidemment, je ne pense pas qu'on me parlait de la licence Beautiful Place, dont le tome 2 est encore en cours au Japon, parce que là, ça s'explique totalement. Le truc, c'est que je ne connais pas le nom de la série, histoire de ne pas mettre en porte-à-faux le prestataire qui s'est confié. Voilà. Alors, on peut trouver toutes les excuses possibles envers une jeune entreprise de passionnés. Moi, ce que je vois, c'est que le Bertrand, il a déjà une entreprise en liquidation judiciaire. Après, ça peut être pour plein de raisons, mais c'est souvent des impayés. Ce qui ne l'empêche pas d'en avoir deux nouvelles. Alors, je ne savais même pas que c'était possible de faire ça. Je l'apprends. D'autant plus qu'il est en retard de paiement de prestataires. Alors oui, ils ont voulu se démarquer de la concurrence, et peut-être de manière trop agressive, en voulant taper dans l'originalité, certes, mais aussi auprès d'un public de niche. Car ils n'étaient pas obligés de faire des blisters, des cartes, des inserts, des hobbies. Évidemment que leur marge serait moins grosse en intégrant ces coûts. Tu as quand même des frais à payer avant d'être rentable, dont les fameux prestataires. En vrai, c'est quelque chose d'hallucinant quand tu sais que ça fait partie du coût de base pour éditer un livre. Mais j'ai remarqué que parler d'employés semble être un sujet tabou pour le Bertrand. D'ailleurs, il ne compte pratiquement aucun employé dans ses entreprises. Les seuls qu'il avait reconnus officiellement lors de l'épisode MangaCast sont Kevin et Anaïs. À côté de ça, il n'a jamais donné le nombre d'employés que comptait Noévé ou Noévé Graphics, si ce n'est de dire qu'il s'appuyait sur l'expérience des employés de Noévé et des freelances, donc des prestataires. Alors, je vous le dis, mais je ne suis pas le seul, aujourd'hui, Noévé Graphics semble clairement aux abois. On peut véritablement se demander s'ils ne commencent pas à préparer leur sortie, tout en laissant des créances, bien sûr. Comment ne pas penser à l'ermite moderne et sa désastreuse mésaventure avec son projet Tsubomi. Pour revenir à Noévé Graphics, on entend qu'ils cherchent à se faire racheter par-ci par-là, et de vous à moi, personne ne devient millionnaire en perdant de l'argent. Mais qui a l'argent pour racheter? Qui va investir dans un catalogue avec 150 licences plus des dettes? Bah oui, il est là le souci aussi. Alors la question se pose, faut-il leur souhaiter de couler? Que cette farce s'arrête, car ça risque de faire plus de mal que de bien ces licences en cours de parution chez eux. Les licences ont-elles une chance d'être récupérées par d'autres? Puis à côté de ça, les prestataires sont à l'abandon, car ils ne seront jamais payés. Il est vraiment question d'éthique. Mais je doute que le monde du business en est une. Peut-on qualifier de salopards ceux qui savent, mais qui ne disent rien? Peut-être dans l'espoir que tout s'arrange. Ouais, moi aussi j'espère ça. Mais comment cautionner les gens qui pensent qu'à leur petite personne et dont l'intérêt reste de se faire une place dans le milieu? Est-ce qu'il est question d'un millionnaire qui mise sur la liquidation judiciaire et du rachat de Noévé Graphics sous son catalogue? On aurait déjà vu ça dans les équipes de foot, hein, dans le business du foot. Mais ce à quel prix? Puis devons-nous vraiment nous taire pour espérer qu'on ne touche pas à nos licences? Moi je veux pas qu'on touche à mon capéta. Alors qu'indubitablement, si ça continue comme ça, elles seront forcément abandonnées. Je ne sais pas quel a été le virage mal pris dans cette maison d'édition. On a envie de dire que ça commençait bien, que ça peut aussi très bien continuer ou mieux finir. Perso, j'attends d'un employeur qu'il paye en priorité ses prestataires. Une fois que ce sera fait, j'espère de tout mon cœur que la maison d'édition trouve son équilibre et nous régale avec des titres de qualité
à sortie régulière. Après, c'est bien d'être hétéroclite et de vouloir être touche à tout. Mais aujourd'hui, ce qui définit NoEV Graphics, c'est pas d'être hétéroclite. Actuellement, c'est de ne pas être digne de confiance. C'est comme un bon resto. Il faut d'abord se concentrer sur ses spécialités avant de proposer une carte un peu fourre-tout. Voilà. De mon côté, je continuerai à acheter mes séries en cours chez eux. Voilà. Bien que je prends très mal le fait que j'ai commencé en numérique certaines des leurs et que leur suite ne soit plus dispo et que je dois les continuer en papier. Je pense principalement à On l'a fait, à Wanda Dance, One Dance, je sais plus, et donc Call It Mystery par exemple. Voilà, sur ce je vous laisse. C'est assez dramatique ce qui se passe. Je leur souhaite d'aller mieux. Je continuerai de payer les séries que je suis. Mais par contre, pour m'investir dans des numéros 1, là je pense qu'ils peuvent se toucher maintenant. Sur ce, bonne continuation.